Aujourd'hui, nous parlons des services à domicile. On peut avoir un fil rouge sur cette journée pour nous, CCAS et CIAS. C'est un secteur économique. Or, c'est le seul secteur économique que je connaisse en France où à chaque fois que vous ouvrez une porte, tout au moins pour le domaine associatif et le domaine public, à chaque fois que vous ouvrez une porte, vous perdez de l'argent. C'est une enquête qui a été menée avec une actualité dense en trame de fond, puisque vous n'êtes pas sans ignorer donc, la mise en application prochaine de la loi de l'adaptation de la société au vieillissement. Et il y a également un autre contexte qui marque cette enquête, c'est le contexte d'une augmentation des besoins de la population. Pour vous donner un seul chiffre, c'est l'INSEE qui dit qu'entre 2011 et 2015, on a eu une augmentation de la population des plus de 75 ans de 2%. Donc avec cette augmentation de la population des plus de 75 ans, on a aussi une augmentation des besoins de soutien à domicile. Une autre enquête qui a montré que les services d'aide à domicile, déjà donc en 2011, affrontaient des difficultés économiques importantes. Donc l'UNCAS est partie de ce constat et a voulu se reposer ces questions-là donc, en 2015, voir comment ces difficultés avaient évolué entre-temps, depuis 2011, et faire un état des lieux global des services à domicile, des services à la personne, et également donc, approfondir les problématiques auxquelles ces services font face. Principale activité gérée par les services des CCAS et CIAS, c'est le portage de repas. Le portage de repas, c'est géré par les 3/4 des services d'aide à domicile et des services d'aide à la personne des adhérents de l'UNCAS. Ensuite, la seconde activité, c'est l'aide aux actes de la vie quotidienne, qui est gérée par plus de la moitié des services. L'aide aux actes de la vie quotidienne, c'est tout un ensemble d'activités qui va regrouper à la fois de l'aide à la toilette, de l'aide au lever, de l'aide au coucher, mais aussi des courses, de l'aide à la mobilité et aussi de la préparation des repas. Le troisième service géré, c'est la téléassistance. Alors, la téléassistance, elle se situe plus du côté de l'aide technique que de l'aide humaine, mais c'est tout de même donc, une activité très importante pour les CCAS et les CIAS. Quand on regarde plutôt les SAAD, donc les services qui sont en droit d'option, là, concernant leur mode de gestion, on s'aperçoit que le mode prestataire est vraiment prégnant. C'est-à-dire que 8 services sur 10 exercent uniquement en mode prestataire, alors qu'on a vraiment une minorité de services qui n'exercent qu'en mode mandataire. On n'en a que 2%. Concernant donc les volumes d'activité, selon donc, nos estimations, on voit que le réseau d'adhérents de l'UNCAS aurait géré donc, plus de 28 millions d'heures d'aide à domicile en 2014. Ça fait en moyenne 37 000 heures par service. Quand on regarde donc, le cadre des interventions des services à domicile, on s'aperçoit que le bleu est vraiment majoritaire. C'est-à-dire que les heures effectuées par les services à domicile, elles le sont très majoritairement dans le cadre de l'allocation personnalisée à l'autonomie. L'APA, ça représente 64% des heures effectuées à domicile. 64%, alors que la prise en charge totale par l'usager, elle, revient à 12%. C'est-à-dire que 12% du total des heures sont entièrement financées par les usagers. 12%. Puis, on a donc les caisses de retraite et les mutuelles. Si on additionne l'ensemble des caisses de retraite et des mutuelles, donc là, on avait détaillé CNAV qui représente 10%, autres caisses de retraite et mutuelles. Si on additionne les trois pour faire un ensemble de caisses de retraite et mutuelles, c'est 17% du total des heures qui sont effectuées à leur titre, dans leur cadre. Si on s'attache donc à voir l'évolution de l'activité, on note que les services d'aide à domicile gérés par les CCAS ont une tendance à la baisse de leur activité. On a moins 1 million d'heures entre 2011 et 2014. Ça représente une baisse de 3,5% du total des heures. Les principales raisons qui sont avancées par les services pour expliquer la baisse du volume d'heures, c'est très majoritairement, à 90%, donc sur la gauche, la disparition des plans d'aide des caisses de retraite.
deuxième explication à la baisse du volume d'heures à domicile géré par les SAD, c'est le renoncement ou la diminution des heures demandées par l'usager. Ça s'explique par le reste à charge qui est très élevé pour les usagers et les usagers vont donc diminuer, ne vont pas consommer entièrement leur plan d'aide. Troisième raison, la diminution des plans d'aide APA. On note qu'il y a un morcellement des heures des plans d'aide APA, c'est-à-dire qu'ils vont être réduits sur des plages horaires très restreintes, de plus en plus restreintes. Et enfin, donc quatrième raison, la diminution de la demande du fait de la concurrence. On va passer donc aux problématiques financières de ces services. Alors notamment le coût de revient. Première donnée, le coût de revient. Le coût de revient, c'est l'ensemble des frais de fonctionnement des services. Donc à la fois les frais de structure, les frais de personnel. Et le coût de revient moyen, c'est à peu près 22 €. Ces coûts de revient, ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'ils ne sont pas entièrement financés par les partenaires, les conseils départementaux, les caisses de retraite. Sinon, la moyenne du déficit horaire est de plus de 4 €. C'est un déficit qui s'accroît au fur et à mesure des années. Donc on a la moitié des services qui nous a dit que leur déficit s'était accru au cours des dernières années. Et c'est un déficit qui est très fortement dépendant des heures dites improductives. En corollaire, forcément, le risque de fermeture pour les services est de plus en plus élevé. On a donc 15% de CCAS et IAS qui gèrent des services qui nous ont dit qu'ils avaient déjà envisagé de fermer leurs services en raison des difficultés économiques auxquelles ils faisaient face. L'enquête nous a également permis de dresser un profil type des intervenantes à domicile. Je dis intervenantes puisqu'elles sont très majoritairement des femmes qui ont un âge moyen de 46 ans, ce qui est 2 ans plus élevé que la moyenne des agents de la fonction publique. Il y a un niveau de diplôme qui va croissant, puisque donc là, on a 45% de diplômés de la filière sanitaire et sociale, donc qui ont un diplôme de DEAVS, diplôme d'état d'auxiliaire à la vie sociale, alors que dans l'enquête précédente, c'était une part moins forte des diplômés. On a 57% de titulaires et donc 43% de contractuels. Cette part-là de titulaires, elle va également diminuant, c'est-à-dire que les services vont de plus en plus employer des contractuels. Alors, il y a également la problématique du temps partiel qui est très importante. Donc, on note que pour les titulaires, on a 62% des aides à domicile qui travaillent à temps incomplet et cette proportion est encore plus importante pour les contractuels, puisqu'on a 85% de contractuels qui travaillent à temps incomplet. Les services nous font également part donc, de difficultés de recrutement qui proviennent de la pénibilité du travail d'aide à domicile. En raison donc, de ces difficultés de travail pour les aides à domicile, on a des taux d'absentéisme qui sont assez importants, puisqu'on a un taux d'absentéisme qui est estimé à près de 11% en moyenne. Cet absentéisme, il a un coût très important pour les services, puisque les services vont donc recourir à de l'emploi d'agents de remplacement pour pouvoir assurer une continuité de service. Il y a quand même eu un problème dans l'approche. C'est-à-dire que dans la communication, cette mutualisation a été présentée comme un remède à la problématique financière. Et on a axé les choses sur l'évaluation. Le point le plus important, c'est le point de départ. Donc faire une analyse la plus juste possible. La coordination, bien évidemment, concertation, mise en œuvre. Et surtout, assurer le suivi. En avantage, nous, ce qu'on a dégagé sur l'évaluation, c'est un accompagnement présent, une évaluation qui se fait par 2 professionnels différents, soignants et issus du SAD, si bien qu'on a une globalité de l'évaluation très intéressante et une anticipation des besoins futurs. Pour une partie historique, le CCAS d'Antibes Jean Lépin a créé son service d'aide à domicile au début des années 70. À l'époque, c'était le seul à intervenir sur le territoire et aujourd'hui, il y a plus de 50 prestataires agréés. Les 4 axes que l'on a mobilisés, alors pas au cours des derniers mois ni des dernières années, mais au cours des 10 dernières années principalement,
ça a été dans un premier temps en fait, de revoir l'organisation de ce pôle de gestion, et je vais vous le présenter. Le deuxième axe, ça a été de diversifier notre offre de services. Le troisième, ça a été d'aller vers les démarches qualité. Le dernier, vers la professionnalisation des intervenants. Sur la partie qui concerne la diversification de l'offre de services, l'idée c'était en fait de proposer des réponses les plus complètes possibles pour les usagers et d'éviter finalement que les personnes soient amenées à taper à plusieurs portes et éventuellement à devoir interrompre ces interventions au sein du CCS pour aller vers d'autres solutions. Donc, outre les 3 services que j'ai présentés tout à l'heure, l'idée ça a été de renforcer les solutions de maintien à domicile et notamment sur la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc, l'intérêt, c'est de proposer en fait, des parcours coordonnés, diversifiés, qui vont s'adapter aux attentes et besoins des usagers en fonction de l'évolution de leur autonomie. Premier élément et qui est le cœur de la loi, donc c'est ce qu'on appelle la réforme de l'APA à domicile, également appelée APA 2. Donc qui notamment en termes de montant financier représente une part importante de l'ensemble des mesures financières de la loi. Donc ce qu'on appelle l'APA 2, c'est trois évolutions importantes. La première, c'est la revalorisation des plafonds de l'APA par GIR. C'est-à-dire que les 4 plafonds qui existent actuellement sont tous les 4 revalorisés avec un effort plus important pour les GIR les plus lourds, mais les GIR 3 et les GIR 4 bénéficient aussi d'une revalorisation des plafonds. La dégressivité du ticket modérateur, du taux de participation des bénéficiaires à leur plan de charge. Du coup, la modulation de l'APA ne sera plus seulement en fonction des seuls revenus, comme c'était le cas actuellement, mais maintenant un système de dégressivité en fonction de la lourdeur du plan d'aide est mis en place. Donc l'idée, c'est que la première partie du plan d'aide, le ticket modérateur ne change pas, mais après, la deuxième tranche et la troisième tranche, on a un ticket modérateur qui est quand même largement en baisse, ce qui fait que globalement, sur les 738 000 bénéficiaires de l'APA à domicile, qui est le dernier chiffre connu, on aura plus de 600 000 bénéficiaires qui auront une baisse du reste à charge et aucun perdant. Puis la nouveauté, c'est également le droit au répit, qui là est un droit nouveau, ouvert par ce projet de loi et qui vous concerne aussi sur les services d'aide à domicile, puisque lors de la réévaluation des plans d'aide, les équipes du département doivent prendre en compte également les besoins de l'aidant. Deuxième évolution sur les services à domicile, donc c'est ce qu'on travaille autour des rapprochements entre les services d'aide et de soins à domicile, les fameuses PASAD, avec une entrée en expérimentation qui sera possible dès le début d'année 2016 là aussi, puisqu'on compte en termes de financement d'un programme de prévention, on a fait le choix que les PASAD expérimentateurs et uniquement eux, donc effectivement c'est un choix, soient éligibles à ces actions de prévention. Et donc sur ces espaces-là, la troisième nouveauté, ça sera l'encadrement des budgets par un CEPOM. Une évolution importante, je terminerai par ça, sur l'aide à domicile directement, puisque, et ce n'était pas dans le projet de loi initial, c'est le parcours parlementaire qui a introduit cette évolution importante. C'est donc, on met fin au droit d'option entre le régime de l'agrément et le régime de l'autorisation pour l'intervention en mode prestataire. Le centre de gestion, dans une forte dynamique de mon président aussi et mon directeur, ont souhaité se mettre à la disposition des CCAS et des CIAS et de proposer des compétences mutualisées, bien conscient que tout le monde ne peut pas avoir un ingénieur qualité dans son service, ne peut pas avoir un service de marché public, etc. De dire, chez nous dans les Landes, le centre de gestion va créer une cellule de modernisation des services d'aide à domicile pour mutualiser certains moyens et donc diminuer les coûts individuels aussi.
les moyens financiers qui ont été trouvés pour créer cette cellule-là. Donc, on a signé 4 conventions de modernisation entre le CDG, la CNSA et le département. On a expérimenté aussi de nouvelles prestations, de l'assistance administrative. Là aussi, c'est une nécessité. Vous, dans vos services, ça ne relève pas de vos responsables de secteur de faire ça. Les secrétaires de mairie se désengagent de ça. Pour autant, le public est en demande de cette prestation-là. Donc, on a créé une assistance administrative départementale avec un agent qui, c'est son boulot d'amener ça, quoi. Des partenariats entre le CDG, les CIAS, le département aussi, et une part financée par les usagers. Et le CDG a aussi créé une cellule sur la réalisation des analyses des besoins sociaux. Peu de communes ou d'intercommunalités les réalisent. Et pourtant, ça devrait être à l'initiative de tout, quoi. Donc là, le centre de gestion propose de monter les dossiers de fonds de restructuration de façon collective pour les services, et les services viennent piocher des fiches techniques qui leur correspondent à présenter dans les fonds de restructuration. Du coup, on a récolté pas mal d'argent au travers de ces actions-là. Là, je vais vous présenter la démarche de signature de CEPOM dans le département de la Sarthe. Et on a échangé ensemble et on a élaboré avec eux le contenu du CEPOM de base, puisque notre CEPOM se décompose en 2 parties. Un CEPOM de base qui est commun à tous les services d'aide à domicile qui l'ont signé, et une partie propre à chaque service avec des fiches actions qui correspondaient à chaque service en fonction du diagnostic qui avait été élaboré, et forcément propre à chaque SAD aussi l'aspect financier. Comment on a calculé la mise en œuvre du forfait mensuel? C'est ça qui a fait le plus débat avec les services d'aide à domicile. En fait, on est parti pour calculer ce forfait mensuel. On a mis un tarif de référence départemental. Donc pour les 5 services en CEPOM, c'est affiché 20,50 € pour le bénéficiaire. Donc c'est ce que je vous disais, on a supprimé le tarif horaire. On a défini un nombre d'heures global. On verse le forfait à 90% par 12e mensuellement. Et puis on régule en fin d'année en fonction du dialogue de gestion, selon que les heures, par contre là on reste sur une base quand même d'activité, selon que les heures sont réalisées ou pas. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé dans la signature du CEPOM, que quand il y a le SIAD qui intervient, du coup il y a beaucoup d'heures du SAD qui ne sont pas faites. Les personnes privilégient le SIAD forcément puisque eux ils ne paient rien sur le SIAD. Et ils ne comprennent pas qu'il faut payer le forfait du SAD avec des heures qu'ils vont avoir du mal à récupérer. J'insisterai sur l'importance du travail en commun avec les services pour la rédaction et le suivi des services. On a vraiment rédigé avec eux le CEPOM. On s'est des fois battu sur un mot, mais c'était important qu'on soit d'accord. Et le travail préparatoire et de suivi conséquent qu'entraîne une surcharge notamment administrative pour le département comme pour les services. Que le CEPOM doit permettre une amélioration de la qualité du service rendu et une meilleure efficience. Ça, c'est l'objectif. Je pense que dans ce secteur-là, le service public a toute sa place. Alors, il n'a pas simplement une place, je dirais, défensive d'occuper les espaces vides, parce qu'effectivement, on sait que dans certains endroits, hormis les CCAS ou quelques associations, il y a peu de monde sur un certain territoire, et effectivement, c'est une de ses vocations, mais à mon avis, ce n'est pas la seule, parce que c'est une vision un peu défensive. Je pense que les CCAS, d'abord, ils ont vocation, on le voit dans certains cas, à être un peu l'opérateur pivot de l'ensemble des services d'aide à domicile. Il y a le sujet du financement. Benoît Calmès a fait une introduction assez préoccupante sur le sujet, et tout le monde l'est. C'est un secteur, moi je dis toujours, c'est un secteur où même les entreprises, c'est pas un secteur, c'est pas le CAC 40, c'est pas un secteur où on s'enrichit. Si on veut s'enrichir, il faut changer de métier, on est bien d'accord. On sait que les temps sont durs, il n'y aura pas beaucoup plus d'argent public, il risque même d'y en avoir moins, donc il faut s'organiser pour que celui qui sera alloué au secteur de l'aide à domicile, qui ont des besoins croissants, soit le mieux utilisé et de façon la plus équitable possible. Et donc, on a vu en 2013, donc, la Chambre régionale des comptes s'intéresser à notre service à domicile, plutôt à nos services à domicile. Donc, le premier point qu'ils ont relevé, il y a 5 points qui nous ont été reprochés, entre guillemets. Vous devez améliorer la connaissance de vos usagers. Ensuite, et c'est évidemment le point crucial, vous devez procéder aux études nécessaires, je vous lis dans la recherche d'un point d'équilibre économique et financier. Évidemment, ils n'ont pas dit comment. Le troisième point, c'était de réduire le taux des heures dites improductives. Donc voilà, je vois que ça vous parle. Par rapport à l'ensemble, donc effectivement, tout ce qui est évidemment les éléments de gestion, les frais de déplacement, enfin voilà, tout ce qui ne concourt pas directement à être en phase avec l'usager.
Le quatrième point, c'était ajuster le temps de travail à l'équilibre financier du service. Alors c'est un peu plus subtil. Ils ont recherché effectivement ce qu'était le temps de travail réglementaire des personnels, notamment des aides à domicile. C'est ce que la loi prévoit, le Code du travail prévoit. À Clermont-Ferrand, sans doute comme dans un certain nombre de collectivités, on a des jours qui sont rajoutés, des jours d'ancienneté, des jours du maire, etc., qui font qu'effectivement, quand on fait la division, on n'arrive pas aux 1600 et quelques heures. Donc voilà, ils ne nous disent pas qu'on doit le faire, ils nous disent qu'on doit y réfléchir. Voilà. Mais je vous rassure, on a été contrôlé sur d'autres sujets, on a eu la même remarque. Ce n'était pas que pour l'aide à domicile. Et puis le cinquième point qui a été ce matin évoqué également par un collègue, c'était un point sur la communication. Enfin, ce qu'on en a tiré pour l'instant, parce que bon, on avait quand même anticipé sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai la chance à Clermont-Ferrand que mon service soit soutenu politiquement. Je pense que ça a été dit ce matin, et je pense que c'est la première des choses importantes. Avant de s'interroger, de savoir si on le maintient, il faut déjà savoir si on a la volonté politique de le maintenir. Moi, je ne pense pas que le déficit soit une raison pour le supprimer. Et je pense qu'il faut aller vers la qualité, en tout cas vers la continuité de service. Quand je parle de qualité, pour moi, je ne parle pas de certification, parce que je pense qu'on va beaucoup trop loin. Enfin, c'est mon avis. Je sais qu'on a eu des divergences avec l'UNA, puisqu'on est aussi adhérent à l'UNA sur cette question. Moi, je pense que la certification, elle coûte cher, qu'aujourd'hui, c'est un label qui n'est pas vendable et qui, en tout cas, n'est pas reconnu par nos autorités. Mais je pense qu'on doit s'adapter sans copier des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Moi, je mets en garde les collègues autour de moi qui essaient de copier des méthodes de services commerciaux, et ce n'est pas péjoratif. Hein. L'établissement public se positionne comme quelque chose de transversal parmi les services de la ville. On a effectivement aujourd'hui 52% des habitants qui ont plus de 65 ans. Depuis 4 ans, nous avons perdu 11 000 heures sur l'ensemble du territoire. Et on est passé effectivement de 90 000 à aujourd'hui l'équivalent de 78-79 000 heures. On a essayé de travailler avec différentes communes, c'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Michel, à savoir, il y a des CCAS qui gèrent des services d'aide à domicile. Pourquoi en même temps ne pas mutualiser? Pourquoi en même temps ne pas travailler ensemble? On est en train de le faire avec 2 petites communes autour de Royan qui vont apporter normalement dans la corbeille 30 000 heures. Donc ça va nous augmenter un petit peu notre nombre d'heures, sachant en même temps qu'on reprend l'ensemble des personnels qui sont de la fonction publique territoriale. Et puis en même temps, on a travaillé sur une 4e piste qui est la mise en place d'un plateau technique, ce qu'on nous appelle la plateforme de service, et qui va permettre effectivement en même temps d'encourager la silver economy. Alors on n'a rien inventé. On a simplement effectivement été voir différents organismes. Je dirais, qui d'autre qu'un CCAS et un CIAS peut mettre en œuvre les services publics, notamment pour répondre en même temps, je dirais, à des besoins, pour donner du sens à ce que disait Michel tout à l'heure dans la prise en charge, et en même temps, je dirais, pour dynamiser un secteur qui en a bien besoin. Nous, on croit vraiment au service public et à la réalité, et en même temps la nécessité d'être présent sur un territoire. Donc on a, je disais, 860 services adhérents qui sont soit monoactivité. Quand ils sont monoactivité, ils font que de l'aide ou que de l'intervention sociale auprès des familles. Mais beaucoup sont pluriactivité, donc font un peu de tout. Et dans ce tout, donc il y a les services d'aide. On est un gros opérateur aussi de services de soins infirmiers à domicile. Il n'y a pas beaucoup de SPASAD en France, il y en a une centaine, mais on en a le tiers. On est très présent dans l'intervention sociale auprès des familles. Et puis on démarre depuis quelques années dans les services de petite enfance, garde à domicile de petite enfance. Donc voilà, UNA représente à peu près 85 000 salariés en mode prestataire. On nous demande de la qualité, on nous demande de la modernisation, on nous demande de la professionnalisation, mais les financements ne suivent pas. La loi était très attendue. Que peut-on en dire? Alors, d'une part, il faut reconnaître qu'il y a eu une vraie concertation, c'est-à-dire aussi bien avec l'équipe de Launay que l'équipe de Laurence Rossignol, pardon. On va dire du positif déjà. Bon, il y a eu une taxe qui avait été mise en place qui s'appelle la CASA pour les retraités en situation imposable. Au départ, 650 millions, mais comme c'est une taxe dynamique, maintenant elle est au-delà des 700 millions. Incontestablement, ça ira dans le monde du domicile. Alors, ça ira pas forcément à nos services, je veux dire, mais ça reste dans le monde du domicile. Bon. Premier point positif. Deuxième point positif, Cathy en a parlé, il y a une revalorisation de la PA, qui est
comme ça au plan théorique, pas négligeable, puisque la paix à domicile, c'est au-delà d'un peu de 3 milliards d'euros, et ils injectent 400 millions. Les départements sont dans une situation souvent difficile. Ce qu'on constate, nous, c'est, depuis quelques années, c'est une baisse du niveau des plans d'aide. Grosso modo, il valait mieux être dépendant il y a quelques années qu'aujourd'hui. Le nombre d'heures est en train de baisser, etc. Cette loi-là, une grande carence, c'est qu'elle laisse la main complètement aux conseils départementaux. On demande depuis des années que le fameux crédit d'impôt, qui est uniquement sur les personnes actives, soit aussi attribué aux personnes âgées. Ça semble un peu avancé, mais comme je suis un vieux de la vieille, ça fait 10 ans que ça avance d'année en année. Donc je ne sais pas si une fois ça va avancer définitivement. On sait à l'avance, chaque année, quasiment, que notre service va être déficitaire. Et donc il va falloir chaque année discuter avec le Conseil général pour qu'ils reprennent nos déficits. Et puis on reparle l'année suivante, etc. En lien avec les 15 millions de retraités que compte le pays, et si nous avons une connaissance approfondie de ces retraités, toutes les études montrent que la première personne vers qui se tourne la personne âgée quand elle est en demande, quand elle est en besoin, c'est la collectivité locale la plus locale, la mairie et son bras armé social qui est le Centre communal d'action sociale. Un partenaire des pouvoirs publics avec une mission, et aujourd'hui pour la CNAV, 2 jours après le vote de la loi, c'est particulier pour nous de parler sur ce sujet, puisque enfin, le rôle de prévention de la perte d'autonomie est reconnu pour l'ensemble des caisses de retraite. Donc pour nous, c'est véritablement ça le plus grand changement de cette loi. Je le rappelle juste rapidement, le premier niveau, qui est un niveau universel, où on s'adresse du coup aux 15 millions de retraités. On travaille avec l'ANA sur des politiques de sensibilisation à l'adaptation du logement. On travaille avec l'INPES sur des politiques de sensibilisation aux gestes du mieux vivre. Un deuxième niveau, qui est peut-être un niveau un petit peu moins connu du grand public, mais très connu par les centres communaux d'action sociale, qui est le niveau de l'action collective, puisque nous menons beaucoup d'ateliers de prévention sur le territoire. En 2014, 270 000 personnes âgées ont participé à ce type d'action, donc c'est quand même pas rien. Et un troisième niveau de prévention, qui est le niveau vraiment individuel, où on est dans un plan, dans la mise en place de plans d'accompagnement personnalisés, avec du coup un budget de 365 millions d'euros qui nous permet d'aider les personnes âgées. Et c'est véritablement les personnes du domicile qui, pour nous, sont nos premiers ambassadeurs. Parce que ce sont les personnes du domicile qui peuvent à un moment donné tirer une sonnette d'alarme, nous appeler, orienter vers des nouveaux dispositifs, signaler un début de dégradation. Et donc du coup, appuyer cette dynamique d'espaçade, c'est appuyer cette dynamique de prévention de la perte d'autonomie auprès des services qui vont justement au plus près des personnes âgées. L'objectif premier de la conférence des financeurs, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs du secteur de l'âge, de les faire un état des lieux des besoins, un état des lieux de ce qui se fait déjà et un programme coordonné sur le territoire. Il y a évidemment des concours qui vont être versés par la CNSA à ces conférences des financeurs, mais ce sont des concours supplémentaires. Évidemment, c'est 150 millions d'euros dans le forfait autonomie. C'est effectivement pas grand-chose quand on divise cette somme par le nombre de conférences de financeurs qui vont s'installer. Mais ce n'est pas de l'argent qui vient en moins des dispositifs déjà existants, c'est de l'argent qui vient en plus. Donc c'est de l'argent qui vient en levier. Et je crois que ça peut permettre véritablement de lancer un certain nombre d'initiatives innovantes. Là, dans la loi, on a justement un cahier des charges beaucoup plus précis qui vient encadrer l'action des logements foyers. Donc on a cette première base-là. On a aussi la reconnaissance des habitats regroupés qui arrive enfin, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sur le terrain se développent de plus en plus des béguinages, des résidences intergénérationnelles, etc. etc. et qu'au niveau national, personne ne connaissait, parce que ce n'est pas un ESMS, donc la Direction générale de la cohésion sociale ne connaissait pas. C'est du logement social standard, donc le ministère du Logement ne connaissait pas plus, et du coup, personne au niveau national connaissait ces structures, et ça posait quand même bien problème, puisque ça se développe beaucoup plus aujourd'hui que les logements foyers. Là, dans la loi, avec l'assise qui est donnée maintenant à ces habitats regroupés, on va avoir une véritable reconnaissance de ces dispositifs. On ne s'en rend pas compte, mais la silver economy
ça va à terme véritablement aider les services à domicile, à condition que l'on prenne en compte que cette silver economy doit être dans la complémentarité de l'aide humaine. La silver economy n'est pas là pour remplacer un individu par une machine ou par une technique. La silver economy est là pour permettre d'avoir une action encore plus efficace de ces personnes à domicile.